Éric Bérard, bonjour. Je poursuis ma garde partagée. On va commencer en parlant de sport ce matin, c'est rare, mais il y a aussi une portée, on va dire, légale sur ce fameux dossier là, du terrain de football de l'Académie Saint-Louis dans la région de Québec. Oui. Le référendum de dimanche a donné raison aux citoyens qui s'opposent au changement de règlement qui aurait permis davantage de bruit. Or, le maire Bruno Marchand a une autre vision de ce dossier. Écoutons-le. À mes yeux, ça n'a pas d'allure qu'une école souffre d'une volonté citoyenne très, très petite et qu'on brime des centaines et des centaines d'enfants, qu'on brime une école. Pour moi, la démocratie, elle n'est pas de ce côté-là. Alors, il veut renverser le verdict. Alors, on se demande dans tout ça, c'est quoi la portée? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce qu'un référendum a un pouvoir légal? Qu'est-ce qu'on peut sortir de tout ça? Ben, en fait, qu'on soit d'accord ou pas, le maire Marchand ici a raison. Un référendum au Canada est purement consultatif. Un référendum n'entraîne aucune conséquence légale ou constitutionnelle. La Cour suprême nous l'a dit dans le renvoi sur la sécession du Québec. On le savait déjà, cela dit. Donc, ça sert à quoi un référendum? Ça sert à tâter le pouls. Évidemment, par contre, comme on nous a dit la Cour suprême aussi en 98, s'il y a une volonté claire, par exemple, là, ça s'applique pas ici, mais une volonté claire avec une majorité claire techniquement, ceci entraîne ce qu'on appelle une obligation de négocier. Donc, dans le cas du renvoi sur la sécession, de négocier l'indépendance du Québec. Bref, il peut y avoir des obligations qui s'attachent à ça sans qu'il y ait un résultat précis qui soit promis ou prévu. Or, évidemment, en matière municipale, avec respect, c'est beaucoup moins important que l'avenir d'une nation, l'avenir d'un pays, l'avenir d'un État. Donc oui, clairement, c'est a fortiori encore plus consultatif. Le maire Marchand peut faire ce qu'il veut avec ça, même si parfois ça peut faire grincer. Et je rappellerai la promesse qu'a fait Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Il veut tenir un référendum auprès des membres du PQ sur les prières de rue. Il dit, moi, je suis en faveur de les interdire. Je vous consulte par référendum, mais je vous dis, je ne suis pas lié par le résultat du vote. Alors, ça en dit quand même assez long, notamment d'un parti qui, par définition, tient son existence au référendum essentiellement. Bon, on va quitter la vieille capitale pour s'envoler vers le Qatar qui a retenu l'attention sur la scène internationale parce qu'il y a eu une attaque d'Israël sur des installations là-bas. En fait, il y avait des représentants du Hamas qui étaient là pour étudier des possibilités de négociation. Il y a eu une attaque sur le territoire à Doha. Là, on parle d'un pays souverain qui n'était pas du tout impliqué dans le conflit qui touche le Hamas et Israël. Alors là, comment on doit... Et là, Israël a été très clair aussi dans ses déclarations en mentionnant qu'ils ont agi par eux-mêmes là, et continuent donc dans leur direction. Qu'est-ce que ça pourrait ajouter là, dans une bouilloire déjà très, très chaude dans cette région là-bas? Ben, ça peut pas ajouter du bien, Puis qu'on se le dise très clairement, encore une fois, Israël vient de commettre un nouveau crime de guerre. Tu peux pas garrocher des missiles comme ça à gauche et à droite, à la va comme je te pousse. Tu sais, l'excuse on vise des représentants du Hamas, je sais pas pour vous, là. Moi, je commence à trouver qu'elle a le dos large un peu, là, les représentants du Hamas. Où sont-ils? Ils ont servi cette sauce-là par rapport à Gaza. Ils sont encore en train, malheureusement, de commettre un génocide, là. C'est ça le vrai mot. La Cour internationale de justice l'a reconnu. Les plus grands experts de droit international, notamment William Chabas, qui est lui-même juif, l'a dit. Israël pratique un génocide. Oublions pas aussi les attaques du même genre qu'ils ont fait au Liban, qu'ils ont fait en Iran. Moi, je devais rentrer au Liban en août dernier quand j'étais en voyage, puis on m'a refusé essentiellement l'entrée. Pourquoi? Ben parce que c'est rendu trop compliqué du fait d'Israël qui peut lancer des bombes à tout moment. Et là, on vise le Qatar, qui non seulement est un pays neutre, comme tu l'expliques, mais en plus ça, le Qatar est une espèce de plaque tournante pour les négociations entre le Hamas et Israël. Donc, tu t'en vas attaquer l'arbitre, essentiellement. Alors ça pour dire qu'il n'y a absolument aucune décence qui s'applique à Israël, qui fait absolument ce qu'il souhaite, et les États-Unis qui malheureusement qui heureusement auraient le pouvoir de mettre fin à ces bêtises-là, restent les bras croisés puis encouragent Netanyahou à continuer de violer le droit international de la guerre, le droit international humanitaire. Et parlant des États-Unis, ils n'ont pas de leçons à donner non plus. On va revenir sur cette histoire qui s'est passée en eau internationale alors qu'un bateau du Venezuela a été frappé vraiment par une attaque de l'armée, des forces armées américaines. Là, il y a plein de choses là-dessus, mais juste pour nous rappeler, là, les eaux internationales, c'est
qu'est-ce qui régit tout ça et c'est quoi, sur papier, disons, là, lorsqu'on parle d'eau internationale? Ben, les eaux internationales, le nom l'indique un peu, n'appartiennent à personne. Tu peux pas commencer à attaquer un bateau en eau internationale. Ça aussi, c'est un crime de la guerre. Alors, tout ce que je dis ce matin témoigne peut-être encore à nouveau que le droit international, malheureusement, c'est peut-être bien beau en principe, mais ça ne sert pas à grand-chose en pratique. Alors, qu'est-ce que fait les États-Unis ici? Écoute, ça, c'est très, très grave, là. Ils sont allés couler. L'armée américaine est allée couler un bateau en provenance du Venezuela. Trump a dit c'était des trafiquants, parce qu'ils sont tous décédés, il était 11, c'était des trafiquants de drogue, pati-pata. Le président du Venezuela a dit non, c'est pas vrai du tout. Et J.D. Vance, le vice-président américain, a rajouté ça, là, c'est la meilleure utilité de l'armée américaine. On tire des trafiquants de drogue. Mais là, le problème, il est pas dur à comprendre, à mon sens. Un, t'as pas le droit de faire ça parce que t'es en eau internationale. Puis deux, tu attaques un pays étranger, là, essentiellement, ce qui est une déclaration de guerre. Puis deux, et c'est peut-être surtout deux, moi, c'est surtout ça qui m'achale. OK, peut-être que c'en était des trafiquants de drogue, mais peut-être pas non plus. Puis on sait que le terme trafiquant de drogue a le dos large chez Donald Trump. On voit tout ce qu'il fait avec le ICE, avec la Garde nationale qui a envoyé à Chicago, qui envoie à Washington, D.C. C'est toujours là-dessus de la drogue. Regarde le coup qu'il nous a fait sur le fentanyl au Canada pour la question des tarifs, sur la question des... C'est parce qu'il voit de la drogue partout, puis je dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est assez évident qu'il se sert de cette excuse-là pour ses machinations. Or, quand tu as un J.D. Vance, vice-président américain, qui dit c'est ça que l'armée américaine doit faire, couler des gens, mais la réalité ici, c'est que ces gens-là n'ont pas eu de procès. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans un État de droit. Si tu penses que ces gens-là trafiquent de la drogue, très bien, ben, envoie la police les arrêter une fois qu'ils sont sur le bord d'accoster, comme ça se fait. S'ils trouvent de la preuve, tant mieux. La couronne, façon de parler, déposera ses accusations par la suite. Il y aura un procès. Et puis, s'il y avait vraiment de la preuve, ben, ils seront condamnés, ils iront en prison, puis ça finit là. C'est comme ça que ça fonctionne dans un État de droit. Autrement, on tire, on coule, on tue, puis ça finit. Je veux dire, c'est une ignomie absolument épouvantable. Puis moi, je te fais une prédiction, Frédéric. Alors, regarde bien ça, l'histoire de Garde nationale qui débarque, comme par hasard, uniquement dans des villes démocrates. Ben, peut-être que l'excuse du trafiquant de drogue, puis on fait feu sans procès, va s'appliquer en droit interne aussi bientôt. Et en terminant, parlant de justice aux États-Unis, lorsqu'on fait des recherches dans un moteur, juste taper Donald Trump accusation, on a l'impression maintenant que ça s'accumule, que des décisions sont renversées également par des tribunaux et que ultimement, ça va se congestionner à la Cour suprême. Mais pendant combien de temps ça peut s'accumuler et pendant combien de temps il peut se moquer de ces décisions, Donald Trump? Ben, je sais pas si tu te souviens, mais quand Trump est revenu au pouvoir, il y a de ça maintenant, 8-9 mois, on en a parlé, toi et moi. Puis j'avais dit ceci. Le vrai test, dans le fond, pour la démocratie et l'État de droit, parce que ça va ensemble, le vrai test, le test ultime, c'est exactement, en fait, la question que tu viens de poser. C'est de savoir, est-ce que le système de justice peut résister aux attaques de Trump? Est-ce que le système de justice peut continuer à faire son job? Son job, c'est quoi? Ben, c'est justement de rendre justice, notamment en servant de contre-pouvoir à Trump. Dire non, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Il y a des règles et tu dois les suivre. Or, si le système de justice est incapable de respecter sa mission, malheureusement, on va devoir se dire la vérité et les vraies choses, c'est-à-dire que les États-Unis, à cette étape-là, ne seront plus une démocratie ni un État de droit. Ce sera devenu un régime autoritaire. Le problème ici, puis je finis avec ça, c'est que la Cour suprême américaine, de toute évidence, mange dans la main de Trump. Là, ça prend pas la tête à Papineau pour s'en apercevoir. Et ce qui fait que tout le système, essentiellement, est perverti. Pourquoi? Parce qu'il n'existe plus de contre-pouvoir. C'est qui est un concept absolument essentiel, impératif à la survie de la démocratie. On peut le suivre sur ces différentes plateformes. Je vous recommande les chroniques vidéo justement sur la montée, les exemples que tu donnes quotidiennement sur ta page Internet et sur tes pages Facebook. Frédéric Bérard, merci beaucoup. Un grand merci, mon ami. À bientôt. Au revoir. Vous aimez nous écouter? Vous pouvez le faire